Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Le 6 décembre auront lieu les premières élections régionales dans l'histoire du Cameroun. Un scrutin qui se prépare dans un contexte délicat entre séparatisme des provinces anglophones et les tensions politiques entre pouvoir et opposition. L'opposition dont une majeure partie ne participera pas à ces régionales. Et après l'ultimatum posé par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed aux rebelles du Tigré, l'ONU alerte sur le sort des civils. Les derniers développements militaires font craindre un risque d'un conflit long et dévastateur. Les combats se rapprochent de la ville de Mekele, la capitale régionale, et de son demi-million d'habitants. Le Zimbabwe est toujours au bord de l'asphyxie économique avec un chômage qui avoisine les 90% et une hyperinflation qui bat des records. Le Zimbabwe, 10 ans de démonétisation. Le gouvernement lance un nouveau plan de relance économique. Focus à suivre dans la troisième partie de cette émission. Et pour décrypter ces actualités, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Baran Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir Zara. Bonsoir, vous êtes entrepreneur et président de la commission digitale et data du groupement du patronat francophone. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Sur ce plateau également, Patrick Mboyo, bonsoir. Bonsoir Zara Mohamed Moutiou. Bonsoir, vous êtes juriste et chercheur en droit public à l'université Paris-Saclay. Merci à vous également d'avoir répondu présent. Et tout de suite, l'actualité. Il s'agit des premières élections régionales de l'histoire du Cameroun, prévues par la Constitution de 1996. L'élection au scrutin indirect n'a en effet jamais été organisée, mais il va finalement se tenir dans quelques jours, mais sans une partie de l'opposition. En tout cas, à l'issue du vote du 6 décembre, 90 conseillers régionaux, dont 20 représentants des chefferies traditionnelles, seront élus dans les 10 régions du pays. Marie-Raphaël Antolo. Des milliers de candidats pour les 900 postes de conseillers régionaux, soit 700 délégués des départements et 200 représentants des commandements traditionnels, sont attendus aux urnes pour la toute première élection des conseillers régionaux au Cameroun. À cet effet, une enveloppe d'environ 579 400 000 francs CFA sera mise à la disposition des candidats pour assurer les frais de participation et d'indemnité à ce scrutin. Des frais supportés par le budget de la campagne lui-même, estimé à 30 milliards de francs CFA. Nous avons d'une part l'État qui décide de financer une partie de la campagne, de sorte à ce qu'il y ait une véritable mutualisation des chances. Quitte à ce qu'on ne dise pas après qu'il y a d'autres candidats ont eu un peu plus d'argent que d'autres, et ce qui leur a permis de gagner. Dans le cadre des régionales, 16 partis politiques ont présenté des candidats pour ces élections. Le nombre des conseillers régionaux que devrait présenter chaque département, soit 70 délégués départementaux et 20 représentants des commandements territoriaux, a été arrêté. Pour ce qui est des participations, le gouvernement a tenu à faire appliquer la loi qui interdit aux Camerounais de détenir une nationalité étrangère de se présenter à ce scrutin. Les dispositions prises par les autorités de l'État pour les élections sont légalement et entièrement versées au parti prenant de ces élections, sont tout simplement institutionnelles, notamment à travers le ministère de l'administration territoriale, qui bien évidemment contribue à assurer le cheminement des sommes versées aux candidatures pour l'investissement des postes publics dans la sphère politique et administrative de l'État du Cameroun. Rappelons que cette enveloppe sera distribuée entre les conseillers municipaux et chefs traditionnels qui prendront part à cette première des élections régionales dans le pays. Notons que ces élections régionales ont officiellement été lancées le 21 novembre 2020 et vont s'achever le 6 décembre dans le pays. Alors on va discuter dans quelques instants de la portée réelle de cette élection qui, je le rappelle, va se dérouler sans l'opposition. En tout cas, une bonne partie de l'opposition ne participera pas à ces élections prévues le 6 décembre. Alors d'abord, quand même, la valeur historique de ces élections régionales qui sont les premières organisées dans le pays. Cette élection doit permettre de mettre en place les conseils régionaux. Baran Ndiaye, est-ce que ce scrutin va enfin permettre d'amorcer la question de la décentralisation ?
Effectivement, Zara, ce scrutin va dans ce sens et je félicite déjà les autorités camerounaises d'initier en fait et de lancer ces élections. Bien sûr qu'il y a l'opposition menée par Maurice Kamto avec son MRC qui souhaitait que le problème de la partie anglophone, peut-être qu'on en reviendra lors de notre débat, soit réglé avant bien sûr de lancer les élections. Pourquoi le besoin de décentralisation? On sait toujours qu'en Afrique, tout est centralisé dans les capitales, que ce soit Yaoundé, à Dakar ou à Abidjan. L'idée de la décentralisation permettra bien sûr aux collectivités territoriales d'avoir plus d'autonomie, même si le pouvoir central centralise tout à Yaoundé, encore une fois. Ils seront plus autonomes, ils pourront donner une valeur à la chefferie traditionnelle, parce que nous, on a aujourd'hui adopté en Afrique la plupart le modèle démocratique tel que l'Occident l'a créé. On a fait du copier-coller. C'est un concept. Dans un concept, il faut prendre ce qui est en adéquation avec sa culture, avec ses besoins locaux. Donc on implique bien sûr la chefferie traditionnelle qui, eux, pourront peser de tout leur poids pour permettre aux jeunes, en tout cas, ils vont les influencer à rester sur place, c'est-à-dire créer une économie basée sur la sédentarisation des populations. C'est pour ça que la décentralisation est bien. Sinon, tous ces jeunes dans ces différentes collectivités territoriales du Cameroun, qui est un grand pays bien sûr, composé d'à peu près 28 millions d'habitants, si je ne me trompe pas, tous ces jeunes vont converger vers les capitales, ce qui vont être engorgés, ce qui va créer des crises sociales. Je pense que les élections sont très bienvenues à cet instant, même si l'opposition boycotte. Je pense que également, cet exemple camerounais est à suivre. Certains pays l'appliquent déjà, mais c'est à suivre. Ça permettra de créer une économie locale, ça permettra aux villes et aux territoires de se développer et de créer une économie, en tout cas, plus ou moins autonome et d'être plus ou moins autonome. Quand je parle d'autonomie, je ne parle pas de ce qui se passe dans la province anglophone. Ça, c'est encore une autre expression, mais on y viendra lors de la suite de ces débats. Patrick Mboyo, ces élections sont importantes dans la résolution de la crise anglophone? Je ne pense pas que ça puisse participer de la résolution de la crise comme on pourrait l'espérer, puisque les élections participent de manière structurelle à ce qu'on appelle la décentralisation, comme Bara Ndiaye vient de le dire tout à l'heure. Et la décentralisation, il faut savoir que c'est un processus juridique qui consiste à une forme d'organisation, voilà, des structures internes d'un État qui consiste à transférer des pouvoirs autrefois détenus par l'État central vers des entités infra-étatiques. À la différence du fédéralisme qui est fondé sur deux principes, autonomie et participation, la décentralisation est surtout caractérisée par le respect du caractère unitaire de l'État. Or, la décentralisation nécessite aussi un système politique qui facilite sa mise en œuvre, c'est-à-dire l'avantage qu'on a pu avoir dans les dictatures des années 70, peut-être d'autres personnes ne pourront pas comprendre ça, c'est d'avoir permis la consolidation des États qui n'étaient pas des nations en réalité. Il fallait un pouvoir fort central qui permet d'avoir des administrateurs faisant partie du régime, des proches du régime, ou des personnes qui se trouvent en général dans le premier voire deuxième cercle du régime et qui allaient travailler dans des contrées qui n'étaient peut-être pas les leurs. On a vu ça par exemple en République démocratique du Congo, ex-Zaïre, où Mobutu avait eu l'idée de nommer, une idée vraiment géniale, de nommer à la tête des provinces, des REDOC, c'est-à-dire des représentants des États et des administrateurs locaux qui n'étaient pas issus de ces provinces, des provinces qu'ils dirigeaient. C'était en réalité pour faire une certaine cohésion nationale et tout ce qui était des représentants, ceux qui représentaient le pouvoir déconcentré n'étaient pas issus des provinces où ils travaillaient. Cela a permis de fédérer les ethnies, de créer une sorte d'unité nationale. Et c'est ce qu'on voit aussi au Cameroun avec le pouvoir de Paul Biya depuis plusieurs années. Or, avec la mise en œuvre de la décentralisation proprement dite, avec les élections, ce sera des autorités légitimement choisies par la base locale, même si ce sont des élections, des scrutins indirects, mais on ne va pas élire une personne qui vient du sud dans une région du nord. Donc, les 10 régions du Cameroun vont désigner des représentants ou des dirigeants locaux qui sont issus de leur milieu. Donc ça deviendra à partir de ces moments difficiles pour le régime qui constitue un pouvoir fort et je dirais pour le moins autocratique, parce qu'au Cameroun, le pouvoir de Paul Biya est tout sauf démocratique, il faut le dire bien. Ça ne facilitera pas de conduire maintenant, d'avoir une dynamique forte depuis le sommet de l'État, c'est la présidence de Paul Biya, jusqu'au pouvoir le local, et ça va encore compliquer la tâche du pouvoir avec un conflit qui perdure dans la partie anglophone du pays. Je vois mal comment la décentralisation va participer à la résolution du problème. Bara Ndiaye.
Alors, moi, je pense que déjà, l'esprit démocratique, même si vous êtes plus camerounais que moi, je suis africain, donc je suis camerounais quelque part aussi. Moi, je ne suis pas camerounais, mais je suis citoyen africain. Citoyen africain, allons-y. Alors, du coup, la répartition des fonds est équitable, c'est-à-dire que les futurs élus y ont accès, ils peuvent organiser leur campagne, c'est-à-dire que là, c'est un jeu égal. On ne peut pas parler de tricherie ni d'antidémocratique dans cette partie-là. Ça, c'est une chose. Pour moi, la résolution du conflit anglophone sur la partie anglophone en tout cas, l'amorce peut être faite dans la mesure où, vous savez, historiquement, depuis l'indépendance en 60-61, avec anciennement le protectorat sur la partie allemande, le Cameroun est un pays éclectique. Il y a beaucoup de cultures, beaucoup d'ethnies. Donc, tous les pays qui sont dans cette configuration-là rencontrent le problème de stabilité en Afrique. On le sait bien. Dans la mesure où, je vais aller un peu plus loin, le Cameroun est entouré par 5 grands pays, c'est-à-dire que le Nigeria, le Gabon, et tous ces pays sont frontaliers, et le Tchad aussi. Et il y a Boko Haram qui est dans les parages. Donc, problème sécuritaire. Qui veut la paix sociale aujourd'hui doit déjà régler ce problème sécuritaire-là. Et le fait de vouloir donner de l'autonomie aux différentes provinces va dans le sens. Parce que les chefs coutumiers, qu'on écoute plus que les maires, parce que les maires sont élus au suffrage aussi législatif, et ces maires-là, c'est l'État, c'est les représentants de l'État. Le chef coutumier n'est pas le représentant de l'État. C'est un citoyen de la région respecté par les populations de la région. Donc, il fera aussi office d'équilibre et pourra promouvoir le dialogue national au moment venu des tables rondes et autres, pour trouver des solutions locales en tout cas. Et je pense que cette décentralisation est une bonne pierre en tout cas qu'on mettra à l'édifice de la cohésion nationale. Alors je le disais, quasiment pas d'opposition dans ces élections. On a par exemple l'absence du MRC, le parti de Maurice Kamto. Patrick, c'est un véritable boulevard qui s'ouvre pour le parti au pouvoir, le RDPC. Un véritable boulevard, depuis le 9 février en réalité, depuis que le MRC avait décidé de ne pas participer aux législatives qui ont eu lieu le 9 février dernier. Et depuis que le SDF de John Fundi a un petit peu vu sa représentativité tomber en peau de chagrin, puisque ce parti ne compte que 200 à peu près de 10 000 élus locaux, élus municipaux qui comptent le Cameroun. Donc ça ne représente pratiquement rien face au rouleau compresseur du parti présidentiel. Mais simplement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce pouvoir est tout sauf démocratique, parce qu'à partir du moment où on est pratiquement seul à concourir, on ne peut pas parler de démocratie en réalité. On ne peut pas parler de victoire éclatante parce qu'on est seul. On est seul candidat, on est seul compétiteur, et à la fin on se retrouve seul victorieux. Ce n'est pas vraiment élogieux. Je pense que pour consolider vraiment les acquis du dialogue qui avait été instauré en 2019, il fallait vraiment faire en sorte qu'on puisse faire concourir la plupart des partis. Mais c'est difficile pour le parti MRC de Maurice Kamto de venir participer à ce scrutin, parce que déjà, ils sentent qu'on leur a volé leur victoire à l'élection présidentielle de 2018. Et à partir de ce moment-là, venir participer aux élections de 2020, municipales et régionales, en février, en décembre, c'est un petit peu venir légitimer un forfait qui s'est déjà posé. Donc, or, il faut revenir maintenant aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? On ne va pas revenir aux élections présidentielles de 2018. Mais il faut qu'il y ait des gestes forts. Les gestes forts qui sont légitimement demandés, c'est quoi? C'est la refondation de la Commission électorale nationale sur des bases plus saines, de manière à ce que ça soit plus transparent et plus équitable dans sa composition, mais aussi dans l'organisation des élections. Mais aussi, il faudrait que du côté du pouvoir de Paul Biya, qu'il y ait un signal fort. Ça fait trop longtemps que Paul Biya est au pouvoir. À un moment donné, l'usure du pouvoir commence maintenant à faire payer aux Camerounais ce qu'ils avaient. Les Camerounais avaient l'impression d'avoir une certaine stabilité avec Paul Biya, mais simplement la fin de son règne, puisque vu son âge et vu tout ce qu'on connaît sur le plan politique interne, on sent qu'il y a une ambiance de fin de règne. Ce serait plutôt bien, c'est peut-être trop tôt de le dire maintenant, mais ce serait plutôt bien à Paul Biya de réfléchir à la façon dont il pourrait annoncer qu'il ne sera pas candidat aux prochaines élections de 2025. Ça peut déjà décompter, ça peut déjà faire un premier pas, mettre un coup de pression au niveau de l'opposition pour leur dire, voilà, ce que vous avez voulu, vous allez finalement l'obtenir. Il ne sera pas candidat, ça peut-être c'est dans le meilleur des mondes, peut-être je rêve, mais je le rêve pour le bonheur des Camerounais.
et pour que la crise dans la partie anglophone soit résolue, parce que n'oublions pas que cette crise est aussi alimentée par l'usure du pouvoir de Paul Biya. Les anglophones disent que depuis que Biya est là, ils ont perdu le fédéralisme, ils ont perdu leur autonomie, ils ont perdu plein de choses qu'on leur avait miroité. Aujourd'hui, on réclame, même le SDF réclame le retour au fédéralisme, alors que l'autonomie était suffisante selon la constitution qui avait été adoptée dans les années 70. Donc, il faut maintenant arriver, de la part de Paul Biya, à donner des gages forts à l'opposition. Ainsi, l'opposition n'aura pas de choix en réalité que de faire un geste aussi pour le bonheur du Cameroun et pour que les Camerounais puissent se retrouver dans leur pays. Barandiaï. L'opposition est dans son rôle actuellement, à mon avis. Maurice Kamto, avec son parti, ils sont en train d'être, en tout cas, de mener la politique de la chaise vide. Alors ça, c'est bien de temps en temps. Mais quand on est dans la construction, c'est aussi logique. Oui, quand on est dans la construction et qu'on veut aller de l'avant et qu'on se projette, parce que la politique, c'est quoi? C'est l'art de la négociation. Et pour négocier, on ne peut pas s'auto-exclure et dire on ne veut pas, ça s'arrête là. Non, pour venir à la table des négociations, il faut toujours participer au système existant. Aujourd'hui, vous savez, ces élections ont été annoncées depuis la Constitution de 1996 et ça prend lieu, ça prend effet aujourd'hui. C'est que Biya a fait une prise de conscience. Il a pris la mesure de la situation, à mon avis. Donc, il faut être fort quand on est leader politique, il faut enrôler toutes les parties prenantes et les mettre autour d'une table et avancer. Par contre, la politique de la chaise vide n'est toujours pas bien et je pense que les Camerounais aujourd'hui sont prêts, malgré la composition vraiment éclectique, parce que le Cameroun, c'est une petite Afrique en fait. Parce qu'on va en fait de l'ethnie Peul à Bassa, aux Ewondo et Douala, on parle toutes les langues au Cameroun. Le Cameroun est carrément le centre de la zone où elle est. Et pour qu'il y ait de la paix et pour qu'il y ait une cohésion sociale, à mon avis, l'opposition doit davantage s'impliquer. Pour moi, le président Paul Biya, il est en train, en tout cas, d'être conscient des besoins et de la stabilité de son pays. Et je pense que voilà, le dialogue national s'impose actuellement. Alors peut-être une dernière question. Sans la participation de l'opposition, quelle valeur donner exactement à ces élections? On sait que par exemple le RDPC est seul dans beaucoup de circonscriptions. Donc quelle valeur? Pas seulement que le RDPC est seul, mais on a même écarté certaines figures fortes qui émergeaient, notamment au nord du Cameroun, des figures pas forcément proches de l'opposition, mais des personnes même au plan interne, au niveau du parti du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, où il y a une vraie lutte, puisque c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, ça sent une ambiance de fin de règne. Tout le monde sait que le patron, le boss Biya ne va peut-être pas aller au-delà de 2025. C'est le moment de se positionner. Et ceux qui seront élus comme chefs d'exécutifs régionaux auront une forte visibilité pour pouvoir se présenter en dauphin du président. Donc, tout le monde est en train de convoiter les postes, non pas pour l'intérêt des Camerounais, mais pour se positionner afin de perpétuer le régime plus tard, ou afin de pouvoir se positionner soi-même avec un autre président qui pourrait arriver. Donc, dans ces conditions, dans cette configuration, le crédit démocratique de cette élection est vraiment moindre et vraiment à rechercher, laisse à désirer, et ça ne peut pas faire évoluer le Cameroun, et il faudrait que les Camerounais réfléchissent à une vraie valeur démocratique pour donner à ces scrutins. Merci à tous les deux pour ce décryptage. On va marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. De retour dans l'Africa Newsroom, Patrick Mboyo, juriste et chercheur en droit public à l'Université Paris-Saclay, Barandiaï, entrepreneur et président de la commission digitale et data du groupement du patronat francophone, sont toujours avec nous. Merci à tous les deux d'être restés sur ce plateau. On va tout de suite passer au grand angle. Situation extrêmement préoccupante en Éthiopie. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu mardi une première réunion sur le conflit. La communauté internationale appelle à la fin des combats entamés le 4 novembre. Le conflit oppose l'Éthiopie à la province dissidente du Tigré. L'ultimatum de 72 heures lancé par le Premier ministre s'est achevé mercredi soir. Le chef du gouvernement avait lancé aux forces rebelles du Tigré cet ultimatum pour capituler avant le déclenchement d'une offensive contre Mekele, la capitale régionale. C'est un sujet de la rédaction. L'Éthiopie accuse les forces du Tigré d'avoir détruit l'aéroport d'Aksum.
Les forces du Front de libération du peuple du Tigré auraient dégradé l'infrastructure située près de la ville. Le TPLF n'a pas commenté ces accusations. Dans la ville frontalière de Hamdayet, ce réfugié déplore l'escalade des violences dans la région. Il y a beaucoup de blessés. Il y a beaucoup de gens qui souffrent ici du paludisme et ils n'ont pas les moyens d'acheter des médicaments. Le monde doit dénoncer et comprendre notre problème. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a lancé dimanche 22 novembre un ultimatum de 3 jours aux dirigeants du Tigré, désormais la cible d'une offensive militaire. Ils sont menacés d'un assaut. Le chef du gouvernement laisse 72 heures aux dirigeants de la région dissidente pour qu'ils déposent les armes. La prochaine bataille décisive est d'encercler Mekele avec des chars. Sauvez-vous! Des directives vous ont été communiquées pour vous dissocier de la junte. Après, il n'y aura aucune pitié. Après l'ultimatum de l'Éthiopie aux rebelles du Tigré, l'ONU alerte sur le sort des civils. Les affrontements qui ont éclaté le 4 novembre 2020 ont fait au moins des centaines de morts entre les forces gouvernementales et les troupes régionales du Tigré. Plus de 36 000 Éthiopiens ont déjà gagné le Soudan. Alors ça, c'était la situation il y a encore quelques heures, puisque le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a ordonné ce jeudi à l'armée de lancer l'offensive contre les autorités dissidentes du Tigré à Mekele, une région qui se trouve donc au nord de l'Éthiopie. Patrick Mboyo, alors on rappelle, Abiy Ahmed, le Premier ministre depuis 2018, prix Nobel de la paix en 2019, avait suscité énormément d'espoir en Éthiopie, un pays extrêmement divisé, un pays traversé par d'intenses revendications ethno-régionales. Est-ce qu'avec ce nouveau positionnement du Premier ministre, on assiste à un réel tournant dans sa gouvernance? Il est confronté à la réalité du pouvoir, Abiy Ahmed. Le prix Nobel, je ne pense pas qu'il a recherché. Il a amplement mérité pour son implication dans la crise soudanaise, parce que c'est grâce à ces efforts que les Soudanais ont pu discuter et parvenir à cet accord qui leur a permis aujourd'hui d'avoir un pouvoir à la fois militaire et civil, et les civils et militaires qui travaillent main dans la main. Et il a pacifié les relations avec l'Érythrée, parce qu'il faut rappeler aux téléspectateurs d'Africa 24 que l'Érythrée faisait partie de l'Éthiopie, c'était une province éthiopienne, et qu'à un moment donné, vu le contexte historique, c'était déjà un autre pays avant, mais ils ont dû se séparer. C'était douloureux, comme dans toute séparation, mais après, ils ont dépassé les émotions et ils sont aujourd'hui dans une relation pacifique. Mais la question du Tigré, c'est une question qui s'impose à lui. Et en tant que garant de l'unité nationale, en tant que garant de la souveraineté nationale, il ne peut pas laisser une partie du peuple prendre autorité et s'attribuer les prérogatives souveraines, régaliennes, en violation totale de la Constitution. Donc il doit rétablir l'ordre constitutionnel et ça ne relève pas ça n'entre pas en contradiction avec le prix Nobel qu'il a reçu. Ça participe simplement de son devoir. Il a prêté serment pour sécuriser le pays, défendre l'Éthiopie contre les ennemis extérieurs et intérieurs. Là, il s'agit des ennemis de la démocratie ou de la Constitution, en l'occurrence, puisque ce problème, c'est un problème en réalité des rivalités ethniques. Les Tigréens se sont pendant longtemps considérés comme supérieurs à la mosaïque, au reste de la mosaïque ethnique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure du Cameroun. C'est aussi le cas de l'Éthiopie. La plupart des pays africains sont en réalité des mosaïques ethniques. Et il faut arriver maintenant à remettre de l'ordre. Pour remettre de l'ordre, il fallait dialoguer, sauf que les Tigréens ont préféré faire les choses autrement. Ils ont organisé des élections, réorganisé des élections législatives et des élections locales selon leur convenance, contre l'avis du Parlement, contre l'avis de la justice nationale, et il a fallu remettre de l'ordre. Là, dans cette configuration, je pense que le Premier ministre Abiy Ahmed doit aller jusqu'au bout de son devoir de Premier ministre. Et malheureusement, il y aura des victimes, mais il faut que l'ordre soit rétabli et que les dialogues s'instaurent par la suite pour éviter de retomber au même travers. Baran Ndiaye, mais est-ce que ce positionnement ne risque pas d'amplifier la situation, notamment les velléités nationalistes des Tigréens et d'autres provinces d'Éthiopie? Exactement, c'est à ça que je pensais, parce que moi je commence par une observation. Mon observation première, c'est le contraste Abiy Ahmed. Homme de paix, prix Nobel de la paix en 2019, chef de guerre en 2020, un an plus tard.
Alors il y a un vrai contraste parce que normalement, s'ils portent cette casquette maintenant, connaissant la composition ethnique, d'où les conflits historiques avec les Oromo, tout ce qui s'ensuit, ils ont perdu l'Érythrée lors d'une guerre. Donc ce prix Nobel, il l'a eu pour avoir signé les accords de paix avec l'Érythrée. Le Soudan voisin, qui lui absorbait la population, on va dire, de réfugiés, et avait même fermé ses camps de réfugiés récemment, a dû les rouvrir par rapport aux incidents avec aujourd'hui ce qui se passe à Mekele. C'est dommage parce qu'un chef de gouvernement de son ampleur, à mon avis, devrait privilégier le dialogue. Privilégier le dialogue, c'est quoi? Mettre les différentes parties autour d'une table, faire comprendre que l'Éthiopie, elle est une seule Éthiopie. Il n'y a pas plusieurs Éthiopies. Il n'y a pas l'Éthiopie de telle province ou d'une autre province. On est le même peuple. Alors, le dialogue devrait s'amorcer et, quelque part, avant d'utiliser les armes, bien sûr, parce que ce n'est pas une population étrangère, c'est une population interne, il faut dialoguer. Je rappelle que cette population-là, quand même, les Tigréens, représentent 6% de la population totale éthiopienne, qui aujourd'hui est de 108 millions d'habitants. Ce n'est pas négligeable. Avec une moyenne, je précise, de 2% pour les autres ethnies. Eux, ils sont à 6%. Exactement. Et du coup, ce n'est pas négligeable. C'est l'équivalent d'un pays comme le Gabon ou plus. Et donc, aujourd'hui, l'Éthiopie est un des géants africains. Pourquoi je dis ça? Parce que rappelez-vous que c'est le seul pays africain à avoir une croissance économique, il y a 2 ans de cela, à 2 chiffres. Il était à 10%. Aujourd'hui, c'est à 6,8%. Ce n'est pas négligeable. Donc, il faut une stabilité pour pouvoir garder cette vitesse de croisière économique. Il faut cette stabilité et ce dialogue national pour que l'Éthiopie puisse être le vrai mastodonte de cette région de l'Est africain et que le Premier ministre Abiy Ahmed, autant pour moi, puisse garder sa casquette aussi d'homme de paix et mérite son prix Nobel davantage que de se lancer dans une guerre où ce sont des locaux en plus qui vont perdre des vies. Moi, je pense que le conflit, comme je l'ai dit, ça s'impose à lui. Il n'a pas vraiment cherché. Puisqu'il ne faut pas oublier que les Tigréens n'ont pas répondu à plusieurs appels au dialogue qui leur ont été lancés. Ils ont réorganisé des élections contre l'avis du Parlement, contre l'avis de la justice. Et ce qui a mené le Premier ministre à user un petit peu de la défense, parce que la défense fait partie des attributs d'un État. Il ne faut pas simplement se dire, voilà, le dialogue, mais quand même, à un moment donné, il faut taper fort, il faut taper fort. Alors, c'est allé quand même assez rapidement, Patrick Ngoyo. C'est allé assez rapidement. Moi, je pense que ce qui a déclenché justement cette vitesse des événements, c'est le fait qu'une partie de l'armée, c'est composée, c'est-à-dire des Tigréens qui font partie de l'armée, ont quitté l'armée, ont fait sécession en bloc, pour aller rejoindre la mutinerie. Et c'est ça qui était devenu un élément dangereux parce que à partir du moment où des éléments, une bonne partie de l'armée part avec armes et matériel pour rejoindre une junte militaire, ça devient problématique et ça risque de susciter un effet d'entraînement, comme c'était redouté tout à l'heure, que d'autres puissent... Effectivement, mais ça rejoint notre discussion précédente sur les sujets précédents, c'est-à-dire que l'autonomie s'impose des fois. Le fait d'imposer un pouvoir fédéral aussi est utile des fois, parce qu'on ne peut pas tout centraliser à Addis Abeba, gérer les pays d'une main de fer quand on a un pays comme l'Éthiopie. L'Éthiopie est le géant de l'Est africain aujourd'hui. Donc pour moi, Abiy Ahmed, qui est encore une fois un homme de paix, devrait privilégier... L'ultimatum est très court, 3 jours, on commence les bombardements. Pour moi, ce n'est pas acceptable. Dans la mesure où, si on se rappelle de l'histoire, l'Érythrée, c'était comme ça. L'Éthiopie a été amputée de l'Érythrée. Aujourd'hui, l'Éthiopie, d'après en tout cas le pouvoir de Mekele, les rebelles, ils se disent que l'Éthiopie est en train de faire une coalition avec le pouvoir d'Addis Abeba pour pouvoir rentrer leurs chars dans leur territoire et massacrer cette population. Sachant que l'Érythrée était éthiopienne, l'Éthiopie englobe tout ça. Encore une fois, le dialogue, parce que perdre une partie de son territoire n'est jamais acceptable. On peut négocier et rendre certains États fédéraux avec un peu plus d'autonomie, tout en centralisant l'ensemble du pouvoir à Addis Abeba et tout le monde s'y retrouve. Mais à partir du moment où moi je reste sur cet aspect un peu militaire de la question, à partir du moment où vous avez une partie de l'armée qui fait sécession avec armes, matériel, ça devient problématique. C'est qu'il n'y a pas une cohésion nationale dans ce cas. Il ne faut pas laisser passer ça. Il faut ressouder les liens avec ceux qui restent de la nation et leur dire, voilà, nous avons perdu une partie de nôtres qui se sont retournés contre nous parce qu'il ne faut pas oublier que l'Éthiopie a un contentieux sérieux avec l'Égypte concernant le barrage qu'il est en train de construire en amont du Nil. Et cette affaire a risqué, en réalité, à un moment donné, de susciter un conflit militaire. L'Éthiopie a même dit qu'elle est prête pour affronter l'Égypte s'il le faut. Et si l'Égypte n'a pas utilisé les moyens militaires jusqu'à là, parce qu'elle sait que l'Éthiopie est capable de réagir jusqu'à présent. Donc, fragiliser l'armée comme ça au moment où nous avons
un potentiel ennemi extérieur pour une question aussi cruciale que l'énergie électrique par rapport à ce barrage, il fallait choisir en réalité les deux mots les moindres. Le Premier ministre a choisi de stopper tout de suite l'hémorragie au plan interne, d'autant plus que l'Égypte est en train de suivre ça de très près et risquerait en réalité de travailler sur cette fragilité afin de pouvoir asseoir son autorité ou sa domination sur le Nil, et l'Égypte perdrait ainsi ses prévisions économiques et stratégiques. Alors, à mon avis, le barrage est vital dans cette région. Exactement. Donc l'Égypte même serait exportateur d'énergie. Donc ça, c'est très bien. Et ils savent combien ça va leur rapporter financièrement. Par contre, aujourd'hui, on ne peut pas créer une stabilité interne parce qu'attaquer aujourd'hui cette province-là ne réglera rien, absolument rien. Dans la mesure où ça va générer des poches de rébellion qui vont encore être beaucoup plus déstabilisatrices en interne qu'autre chose. Donc la préoccupation va se focaliser sur cette partie-là au lieu d'aller vers les enjeux majeurs qui sont plus ou moins l'économie et nouer des partenariats avec les voisins, notamment l'Égypte. Jusqu'à présent, le conflit est un petit peu restreint au niveau de la région du Tigré, et avec l'aide de l'Érythrée, bien entendu, ce qui montre aussi que le Premier ministre Abiy Ahmed n'a pas fait un mauvais calcul, puisque en associant les Érythréens, c'est un petit peu la grande Éthiopie qui renaît dans la question, pour justement arrêter cette affaire tigréenne. Mais il ne faut pas oublier, là je suis d'accord, c'est là que je vous rejoins, qu'à la fin de tout cela, il faudrait réfléchir à comment retravailler même les relations avec l'Érythrée, pour les faire avec les Érythréens, pour les faire participer au développement économique de l'Éthiopie, puisque eux aussi puissent en bénéficier, puisqu'ils ont participé d'une certaine manière à l'effort de guerre, mais aussi travailler avec les Tigréens pour leur donner ne fût-ce que le minimum de ce à quoi ils aspirent et ce qui est tout à fait légitime. Est-ce qu'il y a un risque d'enlisement du conflit? On sait que le Premier ministre Abiy Ahmed veut quand même une issue assez rapide du conflit, mais est-ce qu'il n'est pas en train de sous-estimer l'armée, en tout cas les forces militaires du Tigré? 250 000 hommes selon certaines estimations, donc là il y a quand même une force militaire assez importante dans cette région. Oui, effectivement, il y a une force militaire assez importante, sinon ils n'allaient pas tenir tête, sinon ils n'allaient pas accepter le conflit. Ils allaient abdiquer avant la fin des 72 heures d'ultimatum. S'ils ont opté pour l'option de guerre, c'est qu'ils ont des ressources d'une part, ils ont des soutiens d'autre part, et n'oubliez pas qu'ils ont juste le voisin du Nord. Ils savent que l'Érythrée a fait le même processus et est devenu autonome et indépendant. Donc ils y vont en espérant qu'aujourd'hui, les Nations Unies, qui ont même demandé au Premier ministre Abiy Ahmed de lever un peu les pieds d'intensité avant d'y aller, ils savent qu'ils auront des soutiens parce que c'est une zone aussi riche en certaines matières qui sont convoitées par certaines puissances occidentales qui vont les soutenir dans ce processus en tout cas. Patrick Boyo, comment comprendre que le Premier ministre n'accepte pas la médiation menée par la communauté internationale, notamment l'Union africaine, les Nations Unies également? Il refuse toute médiation, il parle même d'ingérence. Parce que c'est d'abord une affaire interne, je comprends. Je ne suis pas un grand partisan ou un grand fan du Premier ministre Abiy Ahmed, mais je suis en train de comprendre sa démarche. Je suis en train de réfléchir comment j'agirais, moi, si j'étais à sa place. C'est un petit peu dans cette démarche-là qu'il faudrait se positionner. C'est une affaire avant tout l'île était interne. Quand même au cœur de la médiation dans le conflit soudanais. Alors comment comprendre? C'est qu'il lui a valu le prix Nobel de la paix. C'est ce qui lui a valu le prix Nobel de la paix, exactement. Sauf qu'on ne sommes pas dans la même configuration. Au niveau du Soudan, c'était un peuple face à un pouvoir qui est là depuis depuis plusieurs années, plusieurs décennies, et qui avait commencé à massacrer déjà une partie de la population. Souvenez-vous de ce qui s'était passé lors du siège de l'entrée du camp militaire à Khartoum par les civils. Et là, nous sommes face à une partie du peuple, armé, bien entendu, et une partie de l'armée derrière, qui appuie cette partie de la population. Donc la configuration n'est pas vraiment la même. Mais je me dis qu'il ne pourra pas refuser cela très longtemps. C'est pour cela qu'il veut aller très vite. Il n'aura pas un temps de grâce ou un temps d'observation. Il n'a pas une fenêtre de tir assez grande. Mais est-ce qu'il n'est pas en train de perdre quand même en crédibilité Sa crédibilité, c'est un élément très important que vous soulevez, puisque sa crédibilité sera fortement entamée s'il ne réussit pas. Donc il est parti pour réussir. S'il ne réussit pas à arrêter ces conflits ou à réduire la capacité de nuisance des Tigréens, alors là, il va beaucoup perdre. Mais s'il est capable d'affliger une sérieuse défaite aux Tigréens
et derrière de lancer un dialogue en associant l'Union africaine mais aussi l'ONU, alors là il en sortira grandi. Donc c'est quitte double pour le Premier ministre. Barandia, est-ce que la crédibilité, c'est pas justement cette offensive et on sait que ce sont les populations civiles qui payent le... Effectivement, moi je suis un homme de paix et de dialogue, hein, donc je privilégie ces aspects-là, sachant que la politique, comme on le sait, c'est l'art du dialogue. Donc quelque part, ce Premier ministre prix Nobelisé, aujourd'hui chef de guerre, on ne peut pas faire une guerre éclair contre une province autonome soudée. D'accord? Et vous l'avez bien évoqué, Patrick, tout à l'heure, il y a même des militaires qui désertent pour rejoindre leur ethnie. On va appeler ça ethnie, parce qu'on est en Afrique. Exactement. Et donc, le problème va se complexifier. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça risque de se transformer en guérilla, même si cette guerre-là va être une offensive éclair qui va faire beaucoup de dégâts. Mais on va juste infliger des pertes en termes matériels et dans l'armée. Mais la population il y aura des pertes de vie. Et dès qu'il y a perte de vie, ça réveille des émotions, du soutien. Et donc, un engrenage sur lequel lui-même, il va perdre beaucoup dans sa crédibilité avec son gouvernement. Moi, je pense qu'il faut faire comme ce qui se passe actuellement, ce qui est initié au Cameroun, il faut décentraliser le pouvoir, il faut fédérer les États, donner plus d'autonomie, surtout en Éthiopie, parce que c'est vraiment un pays où il y a vraiment beaucoup de problèmes ethniques depuis des décennies. Et puis faire rêver d'un futur grand Éthiopie, avec une grande Éthiopie, autant pour moi, avec l'Érythrée et cette province, voilà. Voilà donc pour cette information en Éthiopie. On rappelle quand même ce bilan, même s'il n'est pas encore précis, parce que ce qui se passe dans le Tigré, voilà, il y a quand même beaucoup d'opacité, notamment pour les journalistes, afin de recueillir l'information. Il y a quand même 40 000 réfugiés qui se sont déplacés vers le Soudan. On compte également des centaines de morts. Mais là, encore une fois, il n'y a pas encore de bilan précis sur les événements. En tout cas, le Premier ministre a ordonné donc cette offensive à Mekele. On va marquer une très courte pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Patrick Mboyo, chercheur et juriste en droit public, chercheur à l'Université Paris-Saclay. Barandia est également avec nous, entrepreneur, président de la commission digitale et data du groupement du patronat francophone. On va tout de suite passer au Zoom. Au Zimbabwe, la population défend la nécessité de lancer des réformes d'envergure pour redresser l'économie marquée par une hyperinflation, un chômage de masse et la nouvelle monnaie introduite il y a 1 an et demi par le gouvernement pour tenter de desserrer les taux financiers peine à convaincre. Alors comment redresser cette économie ravagée? Eh bien, le gouvernement a dévoilé un nouveau plan de relance axé notamment sur la création d'emplois. Milfred Diamouf. En vue de relever son économie fragilisée par une inflation galopante, une dépréciation de la monnaie locale et la crise sanitaire, le Zimbabwe a lancé le 16 novembre 2020 un nouveau plan quinquennal couvrant la période 2021-2025. Ce programme, dénommé National Development Strategy, permettra entre autres de créer 760 000 emplois et d'atteindre une croissance économique de 5%. La National Development Strategy sera donc déployée dans de meilleures conditions économiques qu'au programme de stabilisation transitoire lancé en 2018 et comporte des stratégies et des politiques audacieuses pour catapulter la croissance économique. Ce projet favorisera le renforcement du secteur public et la construction de nouvelles infrastructures dans les secteurs de l'énergie, des TIC, des transports et du logement. Il aidera à maintenir un déficit budgétaire ne dépassant pas les 3% du produit intérieur brut, augmenter les réserves internationales et maintenir la dette publique à moins de 70% du produit intérieur brut. La création d'emplois est utile pour résoudre les problèmes de crise sociale au Zimbabwe, mais la création d'emplois en elle seule ne suffit pas pour régler les paramètres économiques. Et les questions de la monnaie sont contributives à la restructuration de l'économie. C'est-à-dire la création de l'emploi est bonne, la monnaie est bonne à stabiliser, mais la diversification des exportations aussi est bonne parce qu'il faut créer la richesse sur tous les plans, à la fois sur le plan de la transformation industrielle que sur le plan des exportations agricoles. Et c'est tous ces efforts concordants qui vont
vont certainement stabiliser la crise au Zimbabwe. Les autorités zimbabwéennes misent sur l'accélération des investissements dans l'agriculture, l'exploitation minière, l'électricité et l'industrie manufacturière. Cependant, alors que des sanctions internationales continuent de peser sur le Zimbabwe, le Fonds monétaire international s'attend à une croissance à moins 4,5% de l'économie pour l'année 2020. Alors, la stratégie prévoit de faire passer l'inflation de 471% actuellement à un taux, à un chiffre, de créer également 760 000 nouveaux emplois. Un programme extrêmement ambitieux, Barandia. Mais est-ce que l'État en a les moyens? L'État qui n'a pas le soutien du Fonds monétaire international notamment. Oui, effectivement, qui pointe du doigt l'inflation aujourd'hui. L'FMI a bien fait de pointer du doigt cette partie-là, mais l'État est ambitieux, et quand on est ambitieux, on se donne les moyens de ses ambitions. Donc je pense que ça ne restera pas que des effets d'annonce, parce que Monsieur le Président Emmerson Mnangagwa, avec son gouvernement, a malheureusement hérité la mauvaise gouvernance de son prédécesseur, qui était autre que Mugabe. Donc Mugabe et un peu Mnangagwa ont mal géré la réforme agraire. Pourquoi je parle de ce sujet-là? Parce qu'effectivement, vous savez bien que l'économie du Zimbabwe est en grande partie dépendait de l'agriculture. Donc eux-mêmes, dans leur nouveau plan qui leur permettra aujourd'hui de créer 700 000 emplois, il y a de l'agriculture. Mais pas de l'agriculture de base, parce qu'ils parlent d'industrialisation maintenant et d'exporter leurs produits. Donc ça, c'est une nouvelle forme d'intelligence et ils adaptent leur modèle économique. Et tant mieux. Sauf qu'un pays qui dépend fortement, dont l'économie dépend fortement de l'agriculture, se doit bien sûr de former ces agriculteurs qui ont hérité des terres suite à la redistribution lors de la politique de réforme agraire. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir de la formation, ils doivent avoir un accompagnement et puis avoir une vision d'industrialisation. Une fois que ça s'est fait, effectivement, il y a les ressources minières au Zimbabwe. Aujourd'hui, cette politique, elle peut voir le jour que si on implique la partie, on va dire, des partenaires extérieurs pour pouvoir, parce qu'on ne peut pas commercer qu'en interne. L'économie inclusive, c'est bien, mais il faut pouvoir exporter ces produits pour pouvoir avoir beaucoup plus de recettes fiscales d'une part et mettre de l'argent dans les caisses de l'État. Je pense qu'ils vont tout faire pour se donner les moyens, même si le FMI n'est pas partant. Il y a des banques africaines de développement qui peuvent les accompagner, des banques sous-régionales qui pourront injecter en tout cas des finances pour leur permettre en tout cas d'atteindre les objectifs sur ces projets-là. Patrick Boyo. Le Zimbabwe est un petit peu victime de son audace depuis que la ZANU-PF a un petit peu foulé aux pieds l'héritage de Rhodes, ces sinistres colons esclavagistes qui a dominé cette partie en donnant son nom Rhodésie à la Zambie et à l'actuel Zimbabwe. Et surtout, c'est le seul pays en Afrique, et je peux même dire peut-être au monde, qui a fait une réforme agraire audacieuse post-coloniale, c'est-à-dire prendre les terres qui étaient prises par les colons, dont rien n'est justifié, la propriété bien entendu, et les rendre aux autochtones. Et si le Zimbabwe n'a pas été sanctionné militairement, n'a pas connu une guerre ouverte de la part du pouvoir britannique, c'est simplement parce que l'Afrique du Sud de Mandela s'était opposée à cela et avait dit non, ça ne peut pas se passer ainsi. Malheureusement, le Zimbabwe est confronté à un problème que le Zaïre de Mobutu avait connu, avec la zaïrianisation, quand Mobutu avait pris les entreprises qui appartenaient aux Belges et les a données aux Zaïrois à l'époque, il n'y avait pas de préparation. Les gens n'étaient pas éduqués, n'étaient pas formés, on n'avait pas des personnes à la trempe des Barandia qui peuvent aujourd'hui gérer des entreprises de cette dimension. On n'en avait pas à l'époque, en Afrique. Au Zimbabwe à l'époque, malheureusement, on n'en avait pas. Parce qu'il faut savoir que l'économie, c'est quelque chose de très important. On parle souvent de politique, mais moi, ça me réjouit de voir un chef d'entreprise, un businessman qui comprend les questions politiques. C'est ça, en réalité, la force, justement, d'un pays. Et le Zimbabwe, malgré ses aspirations légitimes, n'avait pas tenu compte de cela. Et cette réforme agraire, pour moi, elle restera toujours légitime, mais simplement, vous ne pouvez rien en faire quand vous n'avez pas les moyens pour pouvoir labourer les terres. Effectivement, ça nécessite bien sûr de l'accompagnement, comme je l'ai dit, de la formation d'une part. J'apprécie cette audace de récupérer et de prendre pour restituer, d'accord? C'est une justice, c'est une forme de justice qu'on rend. C'est très bien. Mais par contre, après, qu'est-ce qu'on en fait? Exactement. Il fallait se poser des questions avant de faire cette réforme. Bon, ce n'est jamais tard de le faire, mais le Zimbabwe aujourd'hui dépend énormément de la culture de blé, de l'agriculture. S'il prévoit de l'exporter, de le transformer, de l'industrialiser, ça créera de l'emploi et de l'économie inclusive. Ça, c'est une chose. Maintenant, je pense que le Zimbabwe a ses plaies qu'il doit penser,
qui sont encore un héritage de la politique de l'ancien régime de Mugabe. La colonisation, le Zimbabwe l'a bien géré parce que c'est l'un des pays africains en termes d'orgueil et de fierté qui ont dit non, qui ont fermé leurs portes et qui ont restitué. Exactement. Donc il fallait oser le faire. Aucune colonie n'a osé faire ça. Personne ne l'a fait, ni en Afrique ni ailleurs d'ailleurs, de tous les pays colonisés. Et du coup, je ne pense pas que les FMI aillent dans leur sens très vite. Donc il faut se reposer sur les partenaires africains, les institutions africaines, les banques africaines de développement, et pour pouvoir, en tout cas, atteindre les objectifs de ces ambitions-là. Ce qui nous amène maintenant au cœur des difficultés des Zimbabwéens, c'est que leur économie dépend beaucoup plus de l'économie sud-africaine. Parce que c'est l'Afrique du Sud qui est également en difficulté. Qui est également en difficulté. Or, l'Afrique du Sud, déjà au départ, il faut savoir que le deal qui a été trouvé après l'apartheid, c'est que la politique est noire, l'économie reste blanche. Or, ceux-là que vous avez chassés au Zimbabwe se retrouvent de l'autre côté de la frontière. Donc, du coup, la difficulté maintenant qu'ils ont, c'est qu'ils devaient vendre aux partenaires des mêmes personnes à qui ils ont confisqué des terres. Donc, la question de l'impréparation, manque de capitaux, mais aussi les acheteurs en face veulent vous faire payer ce que vous avez fait déjà chez vous. Donc, ça n'aide pas beaucoup les Zimbabwéens et la mégestion en plus de la ZANU-PF a amené les Zimbabwéens là où ils se retrouvent aujourd'hui. Il ne faut pas oublier cette grande responsabilité. Aller maintenant à réduire l'inflation dépend d'abord du travail à faire avec l'économie sud-africaine, mais aussi de l'aide des structures africaines comme la BAD, mais aussi d'autres partenaires économiques privés qui peuvent notamment travailler. Mais les calculs ont été perturbés avec la crise actuelle qu'on connaît dans le monde, la crise liée à la pandémie de Covid-19. Et il faut aussi travailler pour ce qui concerne la confiance. La confiance chez les partenaires, on a la chance de vivre dans un monde aujourd'hui qui est multipolarisé. Joe Biden, le nouveau président américain, s'en est rendu compte. Il a compris qu'on ne peut plus vivre. America First, c'était juste une parenthèse fermée depuis le 4 novembre dernier. Maintenant, il faut travailler avec un monde multipolaire. Effectivement. Il faut travailler avec les alliés, effectivement. Les alliés. Donc, les alliés sont partout. Et il faut maintenant au président Emmerson Mnangagwa la sagesse de pouvoir dynamiser l'économie, pas aller chercher ailleurs chez les anciens partenaires traditionnels, mais en Afrique aujourd'hui... On peut diversifier les partenaires, excusez-moi Patrick, c'est assez simple, parce que le Cameroun, dont on a parlé tout à l'heure, le Cameroun c'est un des rares pays qui est en même temps anglophone, il est dans le Commonwealth et il est dans l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Moi qui suis quand même dans les commissions du groupement du patronat francophone aujourd'hui, ça fait plus de 88 pays. Francophonie, francophile. C'est-à-dire que là, on est en train, la francophonie par la partie GPF, groupement du patronat francophone, c'est une synergie économique concrète dans, on va dire, un périmètre francophone. Du coup, futurs partenaires de ces États-là qui peuvent venir trouver en tout cas du financement, de l'accompagnement et des projets. Et ce n'est pas que c'est dans les pays occidentaux, le pays membre de G20 qu'on peut trouver ses partenaires. Même en Afrique aujourd'hui, le pays comme Madagascar, a une économie aujourd'hui qui est très dynamique, notamment avec la vente des matières premières comme la vanille. Et la culture de la vanille peut être travaillée d'une certaine manière avec d'autres relais de croissance dont Madagascar a besoin. La proximité géographique, en fait, c'est de l'autre côté de l'Afrique. Le Zimbabwe est plutôt du côté de l'océan Atlantique, de l'océan Indien, pardon, et Madagascar, Madagascar, l'océan Indien et l'autre l'océan Atlantique. Mais on peut pas facilement, ils sont dans la région australe de l'Afrique et ils peuvent facilement travailler pour constituer des relais de croissance. Donc ce n'est pas seulement chez les plus riches qu'on peut trouver des aides économiques et un soutien à sa croissance, même chez ceux qui sont moins nantis, mais la proximité et la conjonction des besoins peut faire en sorte qu'on puisse trouver des moyens de s'aider mutuellement et au plan économique. En tout cas, le régime du président Emmerson Mnangagwa peine à convaincre. Il n'y a pas réellement de partenaires d'investissement depuis son arrivée au pouvoir. Donc là, on peut se demander si l'enjeu n'est pas de se défaire justement de l'image, la ZANU-PF, qui est liée à Robert Mugabe. Effectivement, c'est un boulet qu'il traîne, hein, parce que tout le monde sait que c'est l'héritage de Mugabe, même s'il a su lui dire la fameuse formule « je pars, mais je reviendrai ». Exactement. Donc effectivement, Emmerson Mnangagwa aujourd'hui doit faire peau neuve, doit en fait dynamiser, créer une nouvelle équipe, une nouvelle dynamique et s'entourer des partenaires sous-régionaux. Ce n'est pas ce qui manque aujourd'hui. Seul on avance. Ensemble, on va plus vite. Ça, c'est connu. Donc il doit s'entourer des bons partenaires, il doit diversifier son économie, ce qu'il est en train de faire, parce qu'il est en train
train d'industrialiser la production agricole. C'est ce qu'il faut surtout faire, contrairement à beaucoup de pays africains qui aujourd'hui extraient leurs minerais, et prennent leurs matières premières qu'ils vendent et qu'on leur restitue sous forme de matières finies et du coup revendues 3 fois le triple de base. Donc ils sont tous perdants. Donc je pense que la dynamique, elle est bonne. Il faut trouver des institutions bancaires qui sont prêtes à les accompagner et ces projets verront le jour, sans aucun doute. Alors il veut s'appuyer sur le secteur agricole et bien sûr aussi sur le secteur minier. Est-ce que c'est un bon axe, le secteur minier pour le Zimbabwe? On sait que le secteur s'est fortement contracté là, cette année, oui, plus de 4%. Oui, le secteur minier s'est contracté notamment à cause de la consommation, puisque la finalité des matières premières minières, c'est les produits finis que nous consommons, notamment au plan électronique. Et bien sûr, ça va répondre. Les matières premières, surtout minières, sont toujours consommées et il y a des fluctuations comme ça qui dépendent par rapport à la consommation. Et cette année 2020, Dieu seul sait, on a eu combien de problèmes liés à la consommation, la crise liée à la confiance à la consommation. Mais je pense que ça va repartir. C'est un domaine qu'il ne faut pas négliger. Mais simplement, il faut diversifier. Rester sur le plan agricole, parce que si le Zimbabwe n'a pas connu des problèmes graves, c'est surtout parce qu'on produit et on consomme. On a une terre au Zimbabwe qui est une terre arable, qui est cultivable presque partout et les gens consomment. Il ne faut surtout pas laisser ce côté. Donc, secteur minier, secteur agricole, mais aussi trouver des secteurs de production avec valeur ajoutée. Innover, exactement. Pourquoi pas le tourisme? Parce que le secteur agricole, même si les terres sont arables, même si elles ont été bien redistribuées, malgré le manque de formation et de suivi et d'accompagnement, il faut se rappeler que le Zimbabwe a sur cette partie-là un ennemi naturel qui est la sécheresse, qui est en train, en tout cas, de plomber cette partie de l'économie. Donc il faut savoir avec l'extension du désert du Kalahari. Exactement. Il faut savoir carrément réinventer son économie. Donc il y a le digital qui est là, il y a le tourisme qui est là, et puis d'autres types, en tout cas, d'activités qu'on peut et qui ne sont pas incompatibles avec le domaine tel qu'agricole, parce qu'il y a de plus en plus de tourisme agricole qu'on développe, notamment en France, notamment aux Pays-Bas, où les gens viennent découvrir la culture des fleurs, la culture du vin et la culture de plusieurs autres produits. Donc, ce n'est pas incompatible. Ils peuvent travailler, donner de la valeur ajoutée à ce qui existe déjà. Et l'Afrique du Sud, qui a un potentiel touristique très fort, peut aussi les accompagner dans ce domaine-là pour profiter un petit peu des grandes étendues qu'on retrouve en Afrique du Sud et qui se prolongent au niveau de la partie sud du Zimbabwe. Et ils peuvent aussi travailler dans ce domaine-là au plan touristique. Donc tout dépend un petit peu de la capacité de mettre en avant ce qu'il y a. Il n'y a aucun domaine aujourd'hui en Afrique qu'on peut négliger dans un pays quelconque, autant plus que nous sommes dans un continent où il y a tellement à exploiter alors qu'ailleurs on ne source plus effectivement. Il y a des potentiels et comme je le disais, il y a le digital qui est là, qui est à l'ère du temps. Et ça va être dans la continuité parce que toute personne aujourd'hui utilise et connectée, d'une part. D'autre part, il faut favoriser et privilégier la création d'entreprises chez les jeunes. C'est un des leviers du développement aujourd'hui. On ne peut pas dépendre que de l'État. D'accord ? Un jeune aujourd'hui avec des moyens dérisoires peut créer sa plateforme, peut créer son site, peut créer des applications qui vont bien sûr être incubées par des grands de ce monde qu'on connaît et puis privilégier l'installation pourquoi pas des GAFAM dans son pays qui viennent installer des sous-marques et développer en tout cas de l'économie numérique ou électronique. Ça se fait. L'agriculture, la pêche, le tourisme ne règlent pas tout aujourd'hui. Est-ce que la stratégie développée par le gouvernement du Zimbabwe dans le cadre de ce nouveau plan de relance économique peut lui permettre d'avoir le soutien du Fonds monétaire international qui n'est pas convaincu, conditionner quand même son aide à certaines mesures, certaines réformes? Patrick Boyo. En réalité, le Zimbabwe devra toujours passer par Londres avant d'avoir un soutien des institutions de Bretton Woods. Ça, c'est un contentieux, je l'ai rappelé dès le départ, historique et qui, chez les Britanniques, ça n'est jamais passé en réalité. Et il faut qu'ils puissent régler cela. Et tant que les Zimbabwéens auront cet élan patriotique et cette noblesse de leur africanité pour dire non, on ne reviendra pas sur cet aspect de l'histoire, il faudrait qu'ils puissent composer d'une autre manière. Moi, je ne vois pas l'aide venir du côté des institutions de Bretton Woods. Je vois plutôt le développement des partenariats, comme on l'a soulevé tout à l'heure, mais aussi une réflexion propre au plan interne afin d'arriver à trouver des débouchés. Ce n'est pas facile, ça ne va pas se régler très vite et le président Emmerson Mnangagwa doit revoir ses prévisions dans ce sens. Mais il faudrait aller dans ce sens si on veut continuer d'être
zimbabwéens comme on a toujours été. Effectivement, parce que la fierté nationale, c'est bien, juste pour conclure, et puis créer une nouvelle monnaie ne règle pas le problème tant qu'on n'a pas des partenariats avec le FMI, la Banque mondiale, et tant qu'on n'arrive pas à une monnaie solide qui existe sur le marché aujourd'hui. Pour développer son économie, il faut une monnaie forte et stable. Merci beaucoup à tous les deux pour toutes vos explications. Vous avez un dernier mot? Un dernier mot, j'aimerais juste me réjouir de cette reprise sur le plateau d'Africa 24. Et j'aimerais aussi dire ma pensée et saluer la mémoire on a parlé beaucoup d'économie ici, mais d'un digne fils d'Afrique qui a été un entrepreneur, mais aussi un amoureux de l'art, qui nous a quittés pendant qu'on ne pouvait pas faire des émissions sur Africa 24. Il s'appelle Sindika Dokolo. Nous le pleurons. La semaine dernière, au Congo, on a ouvert le musée national à Kinshasa pour honorer sa mémoire. Et je pense que tous les jeunes Africains qui ont travaillé avec cet homme, nous tous qui l'avons connu, moi personnellement, nous devons continuer dans cet idéal. Sindika Dokolo restera toujours un de ceux qui vont inspirer cette génération d'Africaines. Paix à sa mémoire. Merci pour ce message. Merci à tous les deux. Merci à vous, Patrick Mboyo. Je rappelle que vous êtes juriste et chercheur en droit public à l'Université Paris-Saclay. Merci à vous également, Baran Diaye, entrepreneur, président de la commission digitale et data du groupement du patronat francophone. Merci à vous, Zara. Merci et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. À très bientôt dans l'Africa Newsroom. Très bonne soirée. Merci.